BK Matin, l'interview. Et c'est le docteur Yambé Timba qui est avec Sidonie Fikak. Vous parlez, madame, de la chefferie. Est-elle vraiment une institution traditionnelle camerounaise? Oui, la question aujourd'hui, on se la pose avec le docteur Yambé Timba. On sait bien que les chefs ont défrayé l'actualité ces derniers jours avec cette motion de soutien apportée au président de la République pour sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. On a eu le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun d'abord, reçu par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi, et le lendemain les imams et surtout les chefs traditionnels de la partie nord du Cameroun, le Septentrion, qui ont également apporté leur soutien au président de la République en remerciant celui-ci pour les efforts faits dans le sens de leur permettre de se rendre à la Mecque de façon régulière depuis près de 6 ans. Et cela a suscité la réaction de nombreux Camerounais, parmi lesquels la vôtre, et vous souhaitez nous la restituer ce matin, Dr Yambé Timba. Oui, mais je vais distinguer deux choses. La première, la réaction des imams. Qui sont des autorités religieuses. Le jour viendra où on en parlera, c'est des questions religieuses, etc. Et j'espère que tous ceux qui vont vouloir aller faire un pèlerinage en Nouvelle-Zélande, ou aux îles de Pâques, là-bas au sud du Chili, ou quelque part au Groenland, ou je ne sais pas moi, dans la presqu'île de Kamtchatka, l'État du Cameroun ne va pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Ce jour-là, on ira tous au tribunal et on expliquera pourquoi certains doivent bénéficier de cette situation de l'État pour aller faire leurs choses privées, et quand les autres demandent, il n'y en a pas. Et l'argent sortira de gré ou de force. Aujourd'hui, on parlera simplement des chefs religieux, des chefs traditionnels. Oui. Des chefs traditionnels. J'ai toujours été très surpris et sidéré de voir des adultes accepter qu'on les appelle des chefs traditionnels. On ajoutera ce qu'on veut. Parce que il faut aller chercher l'origine de cette appellation chez nous. Quand vous prenez le roi des Bamoun, c'est un chef. Il y a une appellation traditionnelle pour l'appeler, non? Forifom. Il s'appelle Forifom, non? Oui. Pourquoi on ne l'appelle pas comme ça? Pourquoi on l'appelle chef de premier degré? Quand vous prenez le chef, celui qui est le chef supérieur, le chef de premier degré de Monatélé, il a une appellation, non? Quand vous prenez le chef qui est ici à Bonabéry, par exemple, il y a un chef là, le chef de premier degré là. Il a une appellation, non? Quand vous prenez un chef qui est le chef de Mundang, de Garoua, de Yagualaba ou de Kaélé, il a une appellation traditionnelle. Pourquoi on ne l'appelle pas comme ça? En réalité, le terme chefferie est un terme dégradant. Le terme chef, c'est un terme dégradant aussi. Tout ça découle de cette période de la fin du 19e siècle au cours de laquelle les Européens organisent la colonisation du reste du monde et particulièrement de l'Afrique. Et ils y vont donc s'appuyer sur les travaux de quelqu'un, d'un Anglais qui s'appelle, qui va écrire un livre, il s'appelle Henry Morgan, qui va écrire un livre sur la classification des races et qui va donc classer les gens, les êtres humains en 3 catégories. Tout en bas de l'échelle, il y aura les sauvages, dont le mode d'organisation est la meute, et la meute est dirigée par un chef, le chef de la meute. Et vous avez un peu au-dessus, et la meute, c'est les animaux, hein, comme la meute de loup, c'est vraiment les animaux. Et vous avez donc maintenant les sauvages, les barbares. Les barbares sont au-dessus, ce sont plus des peuples guerriers, des gens comme ça, mais ils sont, si vous voulez, à la lisière de l'humanité. Pendant que les sauvages, eux, ils font même pas partie de l'humanité. Et au sommet, et le mode d'organisation des barbares, c'est la horde, les hordes barbares germaniques, par exemple. Et vous avez donc au sommet les hommes, les civilisés, qui sont eux, les Européens, et qui peuvent donc qui ont pour mode d'organisation la société, le monde politique, etc.
Il peut y avoir donc des chefs d'État, des rois, des empereurs, des princes, des ducs, des ministres, des gouvernements. Et on va venir appliquer ça aux Africains et on va décider qui sont les seuls à avoir accepté ça, à avoir supporté ça, parce que les autres peuples vont évidemment refuser ça. Il n'y a pas de chef en Thaïlande, il n'y a pas les chefs au Cambodge, il n'y a pas les chefs au Vietnam. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas les chefs en Algérie. Et donc, ils vont laisser faire ou accepter, ou je ne sais pas comment, mais le traumatisme de la colonisation étant ce qu'il était, les gens vont laisser faire. Et comme vous ne pouvez pas entrer dans un village sans avoir un relais, ils vont donner l'impression aux monarques traditionnels que nous avons qu'on va les élever et qu'eux, ils vont donc être, comme on les appelle aujourd'hui, les relais de l'administration. Et donc, ça va consolider leur pouvoir local et comme ça, ils vont donc être les relais de l'administration et ils seront les chefs. Et on les appelle donc les chefs. Or, dans les chefs et dans le mot chefferie, ce que les Blancs envoyaient comme message, c'est que vous êtes des sauvages. N'oubliez pas que la première version de l'hymne national du Cameroun, il y avait sauvages là-dedans, les sauvages qui sortaient de la barbarie. Et les gens vont l'accepter. Il y a quand même des peuples qui vont refuser. Les leaders sociaux, les monarques traditionnels, par exemple chez les Bassa, vont refuser ça. C'est pour ça que vous avez les Mbombok. Et vous avez des gens qu'on appelle les chefs, dont tout le monde se moque, que personne ne respecte, parce qu'on les considère d'ailleurs comme des cocons. On appelle ça des cocons. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, les gens qui sont là, qui sont des délateurs, qui vont renseigner les colons. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est pour ça qu'on ne respecte pas les chefs là-bas. On estime que c'est les choses des Blancs, c'est leur problème. Et donc, du coup, nous allons nous retrouver dans une situation très curieuse où des monarques traditionnels dont les royaumes avaient parfois des centaines ou des milliers d'années d'existence vont se retrouver totalement défaits et vont simplement devoir, si vous voulez, accepter d'être des relais de la colonisation, puis de l'administration coloniale, puis des administrations supposées indépendantes. Et vous comprenez donc que quand ils en arrivent à dire qu'ils soutiennent le président de la République, je ne sais même pas ce qui offusque les Camerounais là-dedans. Quelqu'un qui est relais de l'administration, vous voulez qu'il soutienne quoi? Mais il ne peut soutenir que l'administration qui lui donne un petit pécule à la fin du mois, qui va lui permettre de devenir conseiller municipal, peut-être maire, député, sénateur, ministre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un système et à l'intérieur du système, tous les compartiments se tiennent et se soutiennent. Docteur Yambé-Timba, nous avons des chefs traditionnels qui ne jouent pas à ce jeu, ne se laissent pas diriger de cette façon. À ma connaissance, il y en a que deux. Il y a les Mbombok Bassa qui ne sont pas dans le système et il y a le roi de Bafout qui n'est pas dans le système. En dehors de le roi Sokoudjo aussi de Bamenjou. Il accepte bien d'être appelé chef, non? Il est chef, il est dans le système, il perçoit il est relais de l'administration, il perçoit les émoluments dus au chef. Vous précisez ceux qui n'acceptent pas être des auxiliaires de l'administration. Exactement. C'est ceux qui ne sont pas ils estiment qu'ils ne sont pas des auxiliaires de l'administration, donc ils ne perçoivent pas les émoluments que l'État verse et ils ne rentrent pas dans le système. On ne les nomme pas, et c'était des choses comme ça. Le sous-préfet ne vient pas organiser les élections, superviser comment ils deviennent monarques. Non, pas du tout. Il n'y a que deux groupes. Au Cameroun, il y a le groupe d'Mbombok chez les Bassa et il y a le royaume de Bafout. C'est le seul qui n'est dans aucun parti politique qui ne se mêle pas de ça et qui considère qu'il n'est pas un relais de l'administration parce que son pouvoir est là avant la République. Maintenant, on est dans la République, il respecte les règles de la République, mais il n'est pas un relais de l'administration, il n'est pas là pour vendre son peuple. Tous les autres qui courent là, les 900 ou je ne sais pas, près de 900 qui sont là, sont tous chefs de premier degré, deuxième degré, troisième degré. C'est les relais de l'administration qui perçoivent des émoluments pour ça. Donc, ils sont dans le système. À ce titre-là,
Pourquoi est-ce que les gens croient que des éléments d'un système vont être contre le système? Par contre, et c'est ça qui est dangereux, qui est terrible, c'est que nos monarques ont donc perdu leur légitimité en tant que successeurs de ceux qui ont bâti ces royaumes, de ceux qui les ont fondés. Ça, c'est la première chose. Parce que pour moi, ce ne sont pas des chefs, ce sont des monarques. Et ce sont parfois des gens qui sont à la tête d'organisations sociales, qui sont à la tête de monarchies traditionnelles, de monarchies qui existent depuis des siècles ou depuis des millénaires. Et donc, vraiment, je ne comprends pas comment quelque chose qui est là depuis à peine, mettons, 60 ans pour la République, même la colonisation, mettons, un siècle, 150 ans, un peu moins, 130, 140 ans, pourquoi est-ce que cette chose-là ils vont accepter d'en être dominés? Et le fait est que quand vous êtes donc monarque traditionnel, quand vous soutenez un de vos sujets, si vous avez un autre de vos sujets qui veut par exemple se porter candidat à la présidentielle, vous faites quoi? Vous divisez votre peuple, puisque chacun va quand même aller choisir pour qui il va voter. Vous divisez votre peuple, vous décidez donc que tel, moi je soutiens tel, et si un sujet s'en va soutenir quelqu'un d'autre, c'est de son droit. En tant que monarque, vous êtes celui qui assure l'unité du peuple, celui qui assure la cohésion du peuple. Vous ne pouvez pas être un facteur de division de votre propre peuple. Donc, je considère, dans mon livre, j'en parle, il faut des états généraux de l'enseignement supérieur. Et vous voyez, de l'administration. Là depuis 20 ans. Ils ne doivent pas faire les affaires, pas davantage les affaires, à moins que ce soit dans le cadre d'une fondation. Oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils dévalorisent leur position, ils dévalorisent leur monarchie. Oui. Docteur Yambé Timba? Oui, madame, je suis là. Oui, on vous écoute. Donc, je disais, les monarques traditionnels ne doivent pas, à mon avis, se mêler de politique. Ils ne doivent pas prendre position, même si je considère, par exemple, que nous avons certains bonbons chez les Bassa qui sont dans des partis politiques. Ils ne doivent pas faire partie, ils ne doivent pas être dans des partis politiques. Pas du tout. Ils doivent un bonbon, un Foricform, un Fon, un Lamido, un Zomlois. Un Zomlois. Vraiment, tous ces... ils ne doivent pas se mêler de politique. Pour une raison toute simple. Si ces gens-là s'engagent dans cette affaire, c'est une contradiction. Comment ils gèrent le fait d'être roi et d'être en même temps un sous-fifre quelque part? Vous êtes un chef et puis vous avez un petit gars qui est même votre propre sujet et qui est beaucoup plus jeune que vous. Vous êtes directeur, il est ministre. Vous êtes chef de service, il est directeur. Vous êtes un simple agent, il est votre patron. Est-ce que vous-même vous imaginez ça? Ça veut dire quoi? Est-ce que un roi doit descendre à ce niveau? Je propose dans cet ouvrage que, dans le cadre d'une collaboration constructive avec la République, il faudrait que les rois, que cette royauté traditionnelle soit stabilisée, qu'il soit comptabilisé, qu'il y ait un inventaire qui nous dit nous en avons tel nombre de rois précis sur notre territoire, et ces rois-là, voici comment l'État va les gérer. Ils doivent s'occuper d'un certain nombre de choses qui leur permettent de participer à la vie de la société, mais ils ne doivent ni se mêler de politique, ni se retrouver engagés dans l'administration publique, ni se retrouver engagés dans les affaires, parce que s'ils le font, ils perturbent les codes sociaux, ils se retrouvent en compétition avec leurs sujets, et ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable qu'un roi se retrouve en compétition avec son sujet. Vous avez des rois, les gens sont ministres et ils ont des gens qui sont des sujets là, qui sont là et qui sont des ministres. Vous êtes un roi. Le président de la République n'est pas un roi, c'est un sujet d'un autre roi quelque part, mais il vous donne des ordres. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas être sénateur, vous êtes un roi. Non. Finalement, quand vous êtes là dans le Sénat avec des simples sujets, ça se passe comment? Vous êtes député, vous êtes un roi et vous avez d'autres sujets qui sont... Non, vous ne devez pas faire ça. Vous êtes conseiller municipal, quelqu'un qui est peut-être votre propre sujet, il est le maire.
On fait ça comment? Ils ne doivent pas faire partie de ça. On doit leur confier un certain nombre de choses. Un, tous nos royaumes doivent avoir des centres culturels qui font vivre nos cultures à travers le pays. Et l'État doit donc aider, soutenir. Voilà les choses que le ministère de la Culture doit faire. Bon, les gens dorment là-bas. Ils doivent donc soutenir la construction de ces réseaux de centres culturels. Ils doivent avoir des musées traditionnels dans leur royaume. Ils doivent s'occuper, par exemple, des cimetières. Parce que, moi, je ne comprends pas cette histoire où vous avez des spiritualités venues d'ailleurs qui ne comprennent rien à notre environnement et qui osent toucher nos morts. Je ne comprends pas cette histoire, les dépouilles de nos couilles. Je ne comprends pas cette histoire. Les cimetières doivent être gérés par ces gens-là. Et cette gestion doit aller dans le sens, parce que ça qui permettra que les cultes de nos ancêtres prospèrent. C'est ça. C'est un lien. Ça a un lien avec ça. Et ça permettra donc aux cultes de nos ancêtres de prospérer. Non pas les cultes des ancêtres des autres ici. Le comble, c'est que nos propres rois sont même les adeptes des cultes, d'autres cultes des ancêtres des autres. Et ils sont même les grands prêtres, les très grands pratiquants, qui sont même les guides dans cette spiritualité et qui insultent leurs ancêtres. Bon, je ne comprends pas très bien. Vous voyez, c'est cette contradiction dans laquelle nagent ceux qui sont censés être nos monarques traditionnels. Et il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça. L'autre élément important, c'est que ces rois devaient normalement être des auxiliaires, des conseils lointains du chef de l'État en matière de stratégie militaire, en matière de sécurité nationale. C'est le seul élément dans lequel ils devraient être impliqués. Pourquoi? Parce qu'en tant que monarques, ils avaient déjà tout ça. C'est des hommes politiques en réalité. Oui. Ce sont des responsables politiques qui devaient gérer des royaumes. Et la question de la sécurité nationale était au cœur de leur royaume. Donc, ce qu'on appelle, nous ne sommes pas obligés de faire comme les Blancs. Le Conseil de sécurité nationale devait avoir une sorte de chambre consultative qui est donc constituée de ces gens-là, qui gèrent, donc qui conseillent, dont l'avis est consultatif et qui gèrent donc, qui permettent de faire des rapports, qui font des suggestions, donnent des conseils pour la gestion de la sécurité du pays. C'est ça, je crois que ça devait être ça. Et donc, du coup, tous ceux qui veulent devenir, qui seront donc des monarques, devraient avoir une formation d'officier. Ça veut dire que l'armée devait, quand le monarque est désormais installé selon les modes de transmission traditionnels héréditaires du pouvoir, pas les farces qu'on organise partout là. Vous voyez quelqu'un qui est préfet ou sous-préfet, qui est lui-même un sujet d'un royaume quelque part. Il s'en va organiser les élections pour quelque part ailleurs, pour avoir un monarque. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a un désordre et une sorte de... C'est-à-dire que nous n'avons même pas le sens de l'ordre, le sens du respect de nous-mêmes. Comment on peut organiser une élection si c'est ça le mode traditionnel? Mais vous n'avez pas à vous mêler de ça. Vous gérez simplement la police, c'est-à-dire l'ordre. Mais vous laissez les modes, les procédures de dévolution traditionnelle du pouvoir agir pour qu'on ait des monarques légitimes et des monarques qui sont l'expression de la volonté du peuple. Et c'est la conséquence pour laquelle aujourd'hui, comme on fait des élections pour élire les monarques, je trouve ça très curieux. Et on a même créé des niveaux de monarchie qui n'existaient pas dans nos traditions. La plupart des chefs de 3e degré, là, est-ce que ça existait vraiment? Vous avez des gens qui sont les chefs de quartier, on les appelle majesté. C'est quelle histoire ça? Tout le monde est chef chez nous. Évidemment, à partir du moment où c'est la meute de loups, des animaux, mais on organise les choses vraiment selon les animaux, sans aucun ordre, sans aucune rigueur, sans respecter nos traditions. Or, nos traditions, c'est ça que nous sommes. Et donc, les monarques devraient être là. Ils font ces travaux que nous faisons. Ces gens devaient veiller, par exemple, sur les semences. Vous connaissez les enjeux autour des semences dans le monde aujourd'hui. C'est eux qui sont les gardiens des terroirs. Donc, ils sont censés connaître au mieux les semences, les techniques agricoles, les cultures dont on se nourrissait dans leur royaume. Ils doivent donc être les gardiens des semences. Il devait y avoir un grenier de semences traditionnelles dans chaque royaume et ces gens devaient s'occuper de ça.
Ils sont là, ils ne savent même pas à quoi ils peuvent servir. Docteur Yambé Timba, est-ce que ces chefs font seulement le choix? Parce que avec tout ce que vous expliquez, on se rend bien compte que nous sommes dans un environnement où des chefs ont des homologations désormais qui sont fournies par l'administration et qui peuvent leur être retirées du moment où on a l'impression qu'ils sont rebelles et qu'ils ne se laissent pas, comment je vais dire ça, ils n'épousent pas forcément la politique qu'on voudrait leur prescrire, qui ne cadre pas avec les aspirations de leur peuple. On l'a vu très souvent avec ceux qui ont tenté de lever la tête, ce qui leur est arrivé. Est-ce que c'est pas parce que justement les autres ont peur d'être démis de leurs fonctions en tout, comment je vais dire, en toute violation de la tradition, qu'ils préfèrent se calmer et puis ne rien dire ou à défaut adhérer à ce qui est en train d'être fait par le pouvoir en place? Je suis d'accord avec votre analyse, c'est exactement ce qui se passe. Ce que j'étais en train de dire, c'était une perspective future, oui, quand de vrais Africains prendront le pouvoir, pas des gens qui sont des assimilés. Parce qu'il y avait ici, du temps de la colonisation, ce qu'on appelle des assimilés. Dans le cas du Cameroun, ce sont les assimilés qui sont au pouvoir jusqu'à maintenant. Et quand il y aura donc des Africains libres, des Africains qui considèrent que les gens qu'on appelle avec mépris chefs sont plutôt nos monarques traditionnels à qui nous devons beaucoup de respect, beaucoup de considération, à qui la République doit pouvoir tailler un costume qui leur permette à la fois de participer, mais sans être en compétition avec leurs sujets, mais également de pouvoir eux-mêmes se respecter, qu'ils se respectent eux-mêmes. On leur donnera un tel cadre et on taillera ce costume qui leur permettra d'avoir de la place au sein de la République. Donc, si nous voulons que ça marche, les chefs eux-mêmes, ils doivent savoir qu'ils ont des fils, des sujets, puisque c'est ça par rapport à la monarchie, qui ont l'intention de les magnifier, de les valoriser, de les faire respecter. Parce qu'on voit là. Et ils ne s'appelleront plus chefs. On les appellera du nom traditionnel par lequel on désigne leur autorité. Ce qui permettra de les rattacher à leurs ancêtres et de construire la respectabilité dont ils ont le droit de jouir. Et avec ça, j'espère vivement qu'ils vont nous dire demain. Je comprends qu'ils sont obligés de faire telle ou telle chose aujourd'hui, mais qu'ils sachent que le monde va être différent et que s'ils jouent le bon jeu, c'est-à-dire qu'ils soutiennent ceux qui veulent d'un Cameroun dans lequel leurs propres enfants vivront mieux, dans lequel eux-mêmes ils seront beaucoup plus respectés et valorisés, eh bien, ils doivent faire le nécessaire et non pas, ils ont fait un choix de soutien, mais qui vous dit que ils ne pourront pas demain venir dire que, vous saviez, comme nous sommes, peut-être qu'ils sentiront qu'il y a des figures qui peuvent leur apporter justement la place que je dessine et que je projette, qu'ils disent oui, bon, dans ce cas-là, vraiment, nous, on avait dit ça parce que on est simplement des relais de l'administration. Mais nous voyons là une perspective qui fait de nous pas des relais de l'administration, mais des gens reconnus au sein de la société parce que nous sommes reconnaissants envers nos ancêtres. En réalité, la façon dont nous traitons nos monarques traditionnels reflète le mépris que nous avons pour nos ancêtres, reflète et ce mépris qu'on nous a inculqué à travers tous les sermons et toutes les formations qui sont faites par les spiritualités étrangères, à travers l'éducation que nous avons. Et cette éducation, il ne faut pas que les gens soient naïfs, c'est une éducation catholique que nous avons au Cameroun, ou alors protestante que nous avons au Cameroun. Et il y a à peu près dans le Grand Nord une petite partie, dans la base là, et on a une éducation qui est islamique. Vous voyez que quand vous priez tout ça, chrétiens, musulmans, ce n'est pas nos ancêtres ça. Et donc, toutes ces spiritualités méprisent nos ancêtres, les ont mis en esclavage. Il y a la traite négrière arabe, il y a la traite négrière européenne. Et donc, il faut que nous puissions redonner à nos monarques, que nous puissions leur redonner une respectabilité, que nous puissions restaurer
leur dignité et leur place dans la société, dans le cadre d'une république qui ressemblera à ce qui a été les grands empires, les grands ensembles politiques que l'Afrique a créés et qui regroupait une foule de monarques dont chacun était respecté et qu'on appelait à contribuer à la prospérité, à la sécurité, à la vie de la nation. C'est ça que nous devons faire. Donc, la chefferie n'est pas une institution traditionnelle camerounaise. Donc, quand on dit chef traditionnel, c'est une contradiction. C'est une contradiction. C'est faux. Il n'y a pas de chef traditionnel. Nous n'avons pas ce genre de choses dans nos traditions. Donc, la chefferie traditionnelle n'est pas camerounaise. Quand vous dites chefferie traditionnelle, c'est une contradiction. Parce que vous êtes en train de coller à nos traditions quelque chose qui ne s'y trouve pas. Pas du tout. Et aujourd'hui, nous devons veiller à ce que nos traditions soient ce qui prime. La constitution que nous avons aujourd'hui méprise nos traditions. Elle dit que c'est ce qui vient de l'Europe, c'est-à-dire de la common law et du droit napoléonien qui prime, et c'est ça qui doit être suivi. Non, c'est ça la tradition des Européens. Ça, c'est la tradition des Européens. Notre tradition, c'est autre chose, parce que ce qu'on appelle la loi, c'est en réalité les us et les coutumes. La common law, le droit napoléonien, c'est ça les us et les coutumes des Européens. C'est pas nos us et coutumes. Et nous devrions donc projeter un monde dans lequel la loi, la constitution, les règles, tout ça sera fondé sur nos us et coutumes. Nous allons mettre nos universitaires au travail. Ils savent le faire, ils aiment ça. Ils souhaiteraient simplement qu'on leur donne les moyens de faire ce travail. Ces universitaires sont extraordinaires et ils ont juste besoin d'un environnement qui leur permette de faire travailler leur valeureux cerveau. Parce que leurs cerveaux sont valeureux et ces gens-là sont prêts à faire le boulot pour autant qu'on les respecte pour ce qu'ils sont et pour autant qu'on leur donne les moyens de faire leur travail. Et ils sont volontaires pour faire ce travail et ils le feront quand le pouvoir reviendra aux mains de ceux qui sont des patriotes, des nationalistes, des gens qui projettent le panafricanisme sur l'Afrique et le monde et qui veulent que nos peuples soient libres, indépendants, souverains et dignes. Docteur Yambé Timba, quelles conséquences y a-t-il lorsque les gardiens de la tradition semblent s'écarter de leur mission régalienne pour s'intéresser à la politique comme c'est le cas actuellement? Ce ne sont pas des gardiens de la tradition, c'est eux la tradition. Oui. Ils ne gardent rien, c'est eux la tradition. Ils sont la tradition. Et parce qu'ils sont nos traditions, c'est pour ça que nous leur devons beaucoup de respect. C'est parce qu'ils sont nos traditions. Ils ne sont pas les gardiens. Ils sont la tradition. C'est eux. Donc, le fait qu'ils soient la tradition, quand ils s'engagent dans le système actuel, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais ils sont en train d'accepter que nous restions simplement des gens colonisés, que nous restions des gens aliénés, que nous soyons des gens dominés. Nous ne pouvons pas permettre ça. C'est pour cela que je les interpelle en leur disant, mais quelle est votre réaction, cher monarque, leur majesté? Votre décision est que nous rentrions dans cet environnement qui nous est imposé de l'extérieur, avec les us et les coutumes des autres. C'est ça que nous devons adopter, alors que ces us et coutumes conduisent à la déchéance morale, à la décrépitude sociale que nous observons là-bas. Est-ce que nous devons adopter les spiritualités qu'on nous impose, qui viennent d'ailleurs, et qui méprisent nos ancêtres et demandent même qu'on efface notre passé? C'est ça que vous dites. Si vous êtes la tradition, majesté, ça veut dire que vous-même, vous ne devez plus exister. Puisque ces gens-là disent que nos ancêtres ne valaient rien, étaient mauvais et qu'il faut les oublier. Or, vous êtes le lien entre nous et ce passé. Et nos ancêtres. Donc, vous ne devriez plus exister. Est-ce que vous voyez même le niveau des enjeux? C'est ça le niveau des enjeux. En fait, nous vivons dans une société qui détruit notre civilisation, qui devient notre civilisation et qui détruit notre culture africaine et qui veut que nous n'existions plus et que nous soyons assimilés aux Occidentaux, aux Européens. Nous devons devenir des Noirs, des Blancs à peau noire. C'est ça que ça veut dire.
Est-ce que nos majestés devraient vraiment accepter une chose pareille? Ils devraient pouvoir, eux qui parlent, le régime qui parle tout le temps de résilience là, voilà une opportunité d'être résilient, c'est-à-dire de supporter ces temps difficiles, ces moments pendant lesquels ils sont écrasés, mais en se battant pour pouvoir restaurer ce que nous avons été. C'est ça qu'il faut faire. Donc, ils ne doivent pas rentrer là-dedans parce que quand ils rentrent là-dedans, ils participent à la destruction de nos civilisations, ils participent à la destruction des traditions qu'ils incarnent. Parce qu'ils ne sont pas des gardiens de la tradition, ils incarnent ces traditions-là. Et s'ils acceptent donc de soutenir ce qui détruit nos traditions, mais ça veut dire qu'ils refusent d'incarner les traditions, ils n'ont donc plus de légitimité en tant que monarque traditionnel. Ils peuvent se permettre de devenir donc des conseillers municipaux, des députés, des sénateurs, des ministres, des chefs d'État. À ce moment-là, écoutez, ils ne sont plus nos monarques et nous devons nous chercher de vrais monarques. Merci, docteur Yambé Timba. J'aimerais dire une dernière, si vous me permettez, oui, madame. Allez-y, docteur. Oui, en deux secondes, madame. Vraiment, merci. Il faut donc que le peuple camerounais sache une chose. Nous, les panafricanistes, nous, à l'association Keper, nous refusons ça. Nous refusons de laisser mourir nos traditions. Nous refusons de laisser mourir ce que nous avons toujours été. Parce que certains de nos peuples ont des millénaires d'existence. Les Bassa ont un calendrier de 42 000 ans. Ils ne peuvent pas se permettre de commencer, de se soumettre à un calendrier de 2000 ans. Ce serait terrible. Donc, nous refusons de nous soumettre à ça et nous organisons en juin, du 26 au 28 juin, la deuxième édition de l'hommage mondial aux ancêtres africains. Et nos majestés, c'est l'espace que nous créons pour qu'ils viennent prendre la parole, pour qu'ils viennent faire les rites qui permettent de réveiller notre ancestralité, pour qu'ils permettent de ramener à la vie toute cette puissance, parce que quand ça va si mal, on fait appel aux ancêtres, on les appelle afin qu'ils nous apportent leur puissance, leur sagesse, leur intelligence, qu'ils puissent nous inspirer afin que nous allions le plus loin possible. Et du 26 au 28 juin à Douala, nous allons organiser la deuxième édition de l'hommage mondial aux ancêtres africains. Et les interlocuteurs, les acteurs principaux, c'est leur majesté que je prie de recevoir nos courriers qui sont en train de leur parvenir pour qu'ils y soient présents en masse afin de magnifier nos ancêtres, afin de proclamer à la face du monde qu'ils sont légitimement et réellement l'incarnation de nos traditions et de nos ancêtres, et qu'ils puissent bénir le peuple afin que le peuple puisse trouver la bonne voie et que enfin il se mette à être, qu'il puisse conquérir sa liberté, sa souveraineté, son indépendance et se mette à construire la puissance et la prospérité sur le plan économique, scientifique et technologique, militaire, et que nous puissions construire notre sécurité nationale ainsi que ceux de l'Afrique. Merci. Merci, docteur Yambé Timba, d'avoir répondu à nos questions sur Abeka Matin. Je vous en prie, madame. Docteur Yambé Timba, invité de Sidonie Fika. Vous écoutez Abeka Radio, l'émission c'est Abeka Matin. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradio-officiel.com.